Tribune de presse sur Radio Okapi. Au micro, Freddy Bikumbi Ignes, Deps Vita et à la mise en onde. Ce soir, nous parlons de cette campagne anti-dialogue en RDC lancée par le parti politique Congo Positif. Les Congolais membres de ce parti Congo Positif sensibilisent depuis dimanche 17 août dernier pour décourager la tenue du dialogue au pays. Au motif, je cite, les dialogues politiques en RDC ont souvent pour effet de perturber le processus électoral et de déboucher sur un partage du pouvoir au détriment de la volonté populaire. Ces partis politiques plaident pour le respect strict du calendrier électoral sans interférence politique qui pourrait compromettre la stabilité des institutions. Comment est-ce que le journaliste analyse cette nouvelle donne en rapport avec les dialogues? Dans ces débats, nous examinerons aussi les récents rapports d'Amnesty International qui accusent les rebelles du M23, les Wazalendo et les FRDC d'être auteurs des exactions contre les citoyens ordinaires congolais au nord Kivu et au sud Kivu. Ce rapport est intitulé RDC, : ils nous ont dit qu'on allait mourir. Les exactions du M23 et des Wazalendo dans l'est de la RDC. Que dire de massacres et crimes dans l'est de la RDC? Nous en parlons avec M. Ale Botoko, journaliste et PDG de plusieurs médias en ligne, mais aussi correspondant des grands médias à l'étranger. Bonsoir. Bonsoir Freddy, bonsoir à ceux qui nous écoutent. Crispin Focas Mulumba, bonsoir. Bonsoir Freddy, bonsoir à tous les auditeurs. Vous êtes journaliste et directeur de la radio communautaire Soleil FM à Kananga, au Kasaï. Monsieur Célestin Junior Kazadi, bonsoir. Bonsoir cher Freddy, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi. Vous êtes journaliste et responsable du média en ligne wise.cd. Bien sûr, merci beaucoup. Fidèles auditeurs, bienvenue à la tribune des presses. Chers confrères, avant d'entrer le vif de notre émission de ce soir, un petit commentaire sur les sujets qui vous a le plus marqué pendant la semaine, s'il y en a, hormis les sujets retenus pour notre débat. Célestin Junior Kazali. Merci beaucoup, cher Freddy, pour votre invitation et pour la parole que vous m'accordez. Aujourd'hui, je ne vais pas donner une information, mais je vais essayer un peu de me mettre dans la peau d'un avocat des petits le commerçant congolais. Vous savez, Freddy, dans notre pays, la loi est claire que le petit commerce est réservé exclusivement aux nationaux congolais que nous sommes. Cela veut dire les étrangers ne peuvent jamais, au grand jamais, faire le petit commerce ici dans notre pays. Donc les détails, ils doivent rester grossistes. Ah, bien sûr. Apparemment, cette loi souffre de son applicabilité. Et dans cette optique-là, le commerçant congolais se retrouve totalement abandonné. Et l'État oublie que en soutenant cela, c'est aussi faire la promotion de la classe moyenne et la main-d'œuvre locale. Moi, je pense que j'avais voulu placer cela pour que les dirigeants ou le gouvernement puissent aussi comprendre qu'il y a une loi qui souffre de son applicabilité, qu'on applique cette loi pour pouvoir donner aussi une probabilité aux commerçants congolais de pouvoir faire les affaires dans un climat de paix. Merci bien. Crispin Focas Mulumba, quelle est l'actualité ou l'effet social que vous voulez commenter? Oui, l'information, la grande information, c'est avec l'entreprise Safrimex qui a commencé à asphalter les tronçons sur la route nationale numéro 1. Les tronçons compris entre l'aéroport de Kananga et le rond-point Notre-Dame, pour ceux qui connaissent la ville. Après avoir travaillé sur la première partie, notamment entre le rond-point Carrefour jusqu'au niveau de El Michel, c'est ce matin que la société Safrimex a commencé à mettre la couche d'enrobé sur les tronçons qui est compris entre l'hygiène publique et le grand marché en allant vers le rond-point Notre-Dame.
C'est un ouf de soulagement puisque durant presque 3 semaines, il y a eu beaucoup d'embouteillages. Vous savez, ici, la majorité des passagers utilisent les motos. Alors, il n'est resté qu'une seule route où moto et véhicules s'est disputé. Alors, avec cette couche d'enrobé que Safrimex a commencé à mettre sur ce tronçon, ça peut désengorger tant soit peu la circulation en attendant que cette route nationale numéro 1 soit vraiment asphaltée sur ces 11 kilomètres qui ont été déclarés. L'autre actualité, c'est le décès de Maître Alain Lukusawampoi, le ministre provincial de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, qui laisse un vide incommensurable pour le gouvernement provincial du Kasaï central. C'était un ministre dévoué qui a été aimé par toute la population, toutes les couches. Alors son départ, c'est vraiment un vide et il laisse derrière lui des travaux inachevés, certains conflits de pouvoir coutumier qui était en cours d'être résolu avec son assistance. Mais là, il part et tout reste à refaire. C'est ça, voilà ce qu'on a comme information ici. Alain Botoko, pour vous, qu'est-ce que vous commentez hein? Oui, Freddy, il faut dire que la semaine passée, j'étais à l'extérieur du pays et on est parti dans le cadre de la société civile parce qu'on a une organisation qui s'occupe des ressources naturelles et on est parti valider une étude sur les minéraux des transitions énergétiques qui sont très stratégiques parce que la transition énergétique actuellement dans le monde, c'est ce qui est à la base de la bataille de tout ce qui va se passer dans le jour, les heures et les temps qui vont venir ici au Congo. Et alors, mais quel est le rôle que le Congo devrait jouer pour ces minéraux? C'est ça la grande question. Vous savez que nos mines ont été bradées durant une vingtaine d'années. En tout cas, le règne de Joseph Kabila, les mines étaient bradées. La Gécamine était disséquée, je crois, à 80 quelques morceaux. Entreprise. Oui, et aussi l'Amiba a été détruit et toute autre entreprise. Et maintenant, ce sont le Gaïa, les étrangers qui sont en puissance. Et alors, qu'est-ce que nous pensons, nous, en tant que pays? Est-ce que nous voudrions que toutes nos terres, tout notre sol aille à l'extérieur et que nous restons dans la pauvreté, dans la misère, où il faut que nous créions des entreprises? Et le conseil que je donne, c'est que l'État revienne dans la première pensée. Ce que Mobutu était en train de faire, c'est-à-dire que c'est l'État qui a le monopole des entreprises minières, mais même aussi pétrolières. En Angola, au Congo, au Brazzaville, au Gabon, c'est la même chose. Et donc, et là, au moins, il y aurait des dividendes qui vont retomber dans l'assiette de l'État, dans le trésor public, et le pays va se gérer comme il se doit. Et si on continue à laisser nos mines entre les mains des autres, je crains que nous continuions à vivre dans la misère. Regardez ce qui se passe à l'est du pays. Toute cette guerre-là qui est à l'est, c'est quoi? C'est la recherche des minéraux stratégiques. Et les Chinois sont dedans, et tout le monde est dedans. Alors, maintenant qu'on a les Américains, il faut qu'on dise non, arrêtons avec l'artisanal et construisons des usines de production, des industries minières pour pouvoir donner du travail, créer des opportunités. Et nous l'avons vu dans l'époque de Gécamine. La Gécamine était mieux placée, il y avait des universités, il y avait des écoles partout, mais aussi des routes étaient construites. Et vous avez vu aussi, d'autres sociétés ont suivi, et on met une politique générale de production pour le pays, pour développer le pays durablement. Voilà un peu ce que je voulais partager avec les autres. Merci, chers confrères. Parlons de cette campagne anti-dialogue en RDC lancée depuis dimanche 17 août dernier. Une pétition est lancée pour décourager la tenue du dialogue au pays pour motif que les dialogues en RDC, surtout les dialogues politiques, ont souvent pour effet de perturber le processus électoral et de déboucher sur un partage du pouvoir au détriment de la volonté populaire. Ces partis politiques Congo positifs plaident pour le respect strict du calendrier électoral, sans interférence
politique qui pourrait compromettre la stabilité des institutions. Je vous invite ici à écouter Dieudonné Kishi, qui est le président national de ce parti politique Congo Positif, au micro de Jean-Marc Matouaki. On a eu plus de 40 dialogues dans ce pays. Et le peuple congolais, qui a toujours accompagné ces initiatives de dialogue, n'a jamais retrouvé son intérêt. On dit, on fait le dialogue, c'est pour que les gens s'entendent, mais quand les gens arrivent là-bas, c'est pour s'entendre par rapport à leurs intérêts et jamais par rapport aux intérêts du peuple congolais. De deux, si on veut dialoguer, on doit quand même poser la question au peuple congolais qui est souverain. On doit poser la question au peuple. Est-ce que vous voulez des dialogues ou pas? Parce que l'article 5 de notre constitution fait du peuple congolais le peuple souverain. Le pouvoir vient du peuple congolais. Malheureusement, dans ce pays, on vote, on va aux élections, on donne des mandats aux élus, mais pendant les mandats, alors que les mandats courent, vous trouvez des gens qui viennent comme pour apostropher le pouvoir que le peuple souverain a accordé à ses élus. Voilà, c'était Dieudonné Kishi, président national du parti politique Congo Positif. En tout cas, pour lui, il ne veut pas qu'il y ait des dialogues au pays pour retrouver la paix, la stabilité ou dire qu'il y a des crises profondes. Que pensez-vous de cette prise de position, Alain Botoko? Oui, il faut que je commence par là où il faut commencer. Là, il faut commencer, c'est la personne de Monsieur Dieudonné Kishi ne m'inspire pas confiance. Même si l'idée qu'il souligne peut être très claire, parce qu'il y a quelques années, vous savez, moi, j'ai l'expérience dans ce pays. Je suis les hommes politiques à la lettre aussi. Je connais tout le monde. Je connais le jeu, je connais les joueurs. Il était un chanteur de Kabila. Objectif 2015, il voulait que Kabila reste pour l'éternité. Je ne comprends pas comment il change du kabylisme, il est devenu chanteur de tshisekidisme, et puis après, il va dire pas des référendums, il faut les référendums, tout ça. Ah, ça, il y a un peu de l'amalgame. Et ça, c'est l'attitude de beaucoup de politiciens congolais. La transhumance est à haut niveau. Mais par contre, pour moi, dialoguer, les politiques, ils se parlent toujours. Je sais qu'il a échangé avec Fayoulou il n'y a pas longtemps. Ce sont les deux qui s'opposent depuis un moment. Et il parle avec le reste aussi de l'opposition. Mozito est de l'opposition. Il est rentré dans le gouvernement. Et alors, le dialogue, moi je pense qu'il est permanent. Il devait continuer à l'être. Et même dans d'autres pays, en Afrique du Sud ou ailleurs, les gens se parlent, mais il ne faut pas qu'il y ait des bruits. Pourquoi il faut qu'il y ait des organisations qui font parler les autres? Moi, je pense qu'ils sont politiques, ils peuvent continuer à parler de toutes les façons. Il y a un dialogue qui se fait déjà à Doha, mais c'est avec l'opposition qui est armée. Mais ce qui me tient dans le cœur, c'est que qu'est-ce que nous voudrions pour notre pays demain? Qu'est-ce que les politiques veulent pour le Congo de demain? Parce que dans tout ça, dialogue, vous savez ce qui à la fin de tout ça, c'est quoi? C'est partager le pouvoir. C'est que ceux qui sont à l'extérieur du pouvoir, ils veulent tout de suite entrer dans le mangeoire pour venir récupérer les avantages. Je l'ai dit dans une émission, ces avantages, c'est quoi? Ce sont les multiples femmes qu'il faut entretenir. C'est de l'argent de l'État qu'il faut manipuler dans les poches et importer, exporter sans payer l'argent. Les taxes, on ne paye pas. L'eau, on ne paye pas. Le courant, on ne paye pas. Et c'est cela. Est-ce que nous voudrions continuer dans un État comme ça où il faut vivre normalement? Donc pour vous ne soutenez même pas la tenue d'un quelconque dialogue? Je ne vois pas l'opportunité d'un dialogue. Vous savez, frère, tout le monde veut être ministre. Dans l'origine du mot ministre, dans le latin, signifie esclave, signifie serviteur, signifie assistant. Et les pays des Scandinaves sont vraiment bien placés pour expliquer ça. Un ministre ne peut pas avoir un chauffeur privé. Parce que c'est lui qui sert l'autre, c'est lui qui est l'esclave. Un ministre ne prend pas la première classe en avion. Il doit être avec tout le monde. Un ministre ne peut pas avoir sa voiture privée. Il faut une voiture pour 2, 3, 4 ministres.
Et ici, si on revient à ça, si on revient à cette norme-là du départ, du politicien serviteur, du politicien qui fait les sacerdoces, les choses vont aller mieux. Je vous donne un exemple. J'échange souvent avec les parlementaires parce que j'ai des ambitions pour ce pays et j'aime connaître ce qui se passe réellement dans le pays. Un député et aussi un sénateur échangent avec moi et ils sont dans les études sur ce que touche le ministre. Les ministres ont des comptes ou ont de l'argent, ils ont beaucoup d'opportunités pour des fonds qui sont versés à gauche et à droite pour pouvoir piquer sur ces fonds et mettre ça dans leurs poches. Et ça doit être dénoncé. Il faut que ça se dénonce. Pourquoi je dénonce ça? Parce que dans les jours qui viennent, avec le dérèglement climatique, avec les catastrophes naturelles qui s'abattent dans le monde, dans le pays ici, nous avons vu les inondations, les pluies vont commencer à Kinshasa. Je me pose des questions avec les infrastructures de base qui ne respectent pas la norme. Qu'est-ce que serait Kinshasa dans le 2 mois, le 1 mois qui arrive? Et je me dis, parce qu'il y aura des catastrophes énormes, il faut que l'argent soit bien géré, l'argent de l'État. Il faut que l'argent soit bien canalisé dans le projet utile qui feront que la population se retrouve. Parce que nous ne pouvons pas continuer à accepter que nous soyons dans un paradis et que les gens vivent comme si on vivait en enfer. Merci. Voilà. Crispin Phocas Moulumba, comment est-ce que vous trouvez cette campagne lancée avec pétition d'ailleurs pour dire non à la tenue d'un quelconque dialogue en RDC? Oui, j'ai dit d'abord merci. J'ai dit merci au Parti Congo Positif, qui est un parti qui est dans les événements, qui profite de certaines opportunités pour prendre position devant certaines situations politiques qui se posent au pays. Hier, c'était la campagne pour les changements de la Constitution, avec le même Dieudonné Kishi. Aujourd'hui, c'est un front anti-dialogue. C'est un jeune politique qui est souvent au devant de la scène et qui cherche quand même à prendre position pour traîner derrière lui une certaine masse de Congolais qui puissent adhérer à sa position. Alors, dialogue, oui, il y a toujours possibilité de dialoguer, puisque les politiques, tant qu'ils seront politiques à la destinée du peuple souverain, ils sont obligés de dialoguer, d'échanger, de se concerter. Et ces dialogues, c'est une occasion pour échanger, trouver des solutions à certains problèmes du pays. C'est ce qu'on peut appeler en d'autres termes la concertation. Mais ce qui donne une mauvaise image de ces dialogues, c'est quand on met toujours à l'esprit, on met toujours au débouché le partage des pouvoirs. C'est là que ça donne une mauvaise image de ce dialogue et le peuple ne se retrouve pas. C'est là où nous disons, nous pouvons accepter la position du Congo Positif. Le peuple ne se retrouve pas. Pourtant, c'est le peuple qui a donné ce pouvoir-là. Alors, si les politiques se concertent et que le peuple ne se retrouve pas, le peuple n'est pas associé à ces dialogues, c'est là que ces dialogues n'ont pas leur importance. Puisque déjà, avec le gouvernement souminois, il y a des choses qui se disent que le rapprochement entre Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou, c'était un rapprochement qui a été salué. Mais au finish, à la sortie du gouvernement souminois 2, il y a eu des choses qui se disent que non, Fayoulou cherchait la primature, Fayoulou cherchait certains ministères régaliens. Voilà. Alors, on comprend que ce rapprochement-là, c'était pour les intérêts privés de l'FID, je ne sais pas moi, du camp de Fayoulou. Alors que nous devons beaucoup plus insister sur les besoins du peuple souverain. Qu'est-ce que ce peuple attend des politiques? Qu'est-ce que ce peuple attend de certains dialogues? Alors, être contre le dialogue, je ne suis pas totalement d'accord,
Mais je soutiens l'idée que ces dialogues soient organisés, pas dans le seul souci de partager le pouvoir, mais dans le souci de trouver un consensus pour que la marche du pays puisse prendre une certaine allure. Puisqu'il y a des choses qui se font dans ce pays. Le pays est par terre. Le pays n'est pas économiquement fort. Le social du peuple n'est pas assuré. Alors, il faut que le chef de l'État, qui est le garant de la nation, regarde un peu autour de lui, qu'il jette un coup d'œil derrière pour voir ce que l'opposition cherche. La bonne opposition, l'opposition républicaine, puisque déjà nous saluons l'intégration de monsieur Mouzito dans le gouvernement, et lui qui était dans l'opposition jusqu'à la dernière minute, aujourd'hui il est dans le gouvernement, c'est des choses à saluer. Il peut apporter un plus pour l'avancement du pays, surtout dans les domaines du budget où il est vice-premier ministre. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut encourager pour que ce dialogue ait vraiment son sens, au lieu que ce soit juste une occasion de se partager les gâteaux. C'est là que je suis d'accord avec le Congo positif. Merci Crispin Phocas. À vous Célestin Junior Kazadi. Ces partis politiques trouvent que ce n'est pas important qu'à chaque fois on ait un dialogue et qu'on ne respecte pas les calendriers électoraux. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup, cher Freddy. Moi, je pense qu'en rétrospective, Dieudonné pouvait aussi avoir raison. Pourquoi? Parce que la classe politique congolaise a épuisé toutes les valeurs substantielles d'un dialogue par rapport à ce qui s'est passé dans notre pays. On en a connu des dialogues. Et puis, on a connu des résultats. Vous voyez? Par exemple, vous avez le régime de Joseph Kabila, ayant déjà épuisé 2 mandats. Relativement à la Constitution, Kabila ne devrait pas arriver en 2018. Ça, c'est le dialogue de la Senko. Il y en a 2, qui se sont produits. Et Saint-Sylvestre. Il y a Senko et puis... Senko et puis dialogue de Kodjo. On a commencé avec Kodjo. Après avoir se partagé des gâteaux, on a vu que non, ça ne tient pas. On a encore organisé un autre dialogue. Tout ça pourquoi? Pour un peu créer une dynamique qui pouvait permettre à ce que la Constitution soit contournée. Et au-delà de 2 mandats, qu'on s'ajoute 2 ans. Vous voyez? Sur ce point-là, je pense que Dieudonné pouvait avoir raison par rapport à ce que nous avons comme réalité. Le dialogue au Congo, c'est une machine qui produit le partage du gâteau. C'est une machine avec laquelle les gens se permettent de s'inviter aussi à la mangeoire. Mais se réveiller un bon matin, dire que on crée un fonds contre le dialogue, c'est aussi une dichotomie qui risque de créer une ambiguïté dans laquelle vous allez mettre le pays pour rien. Pourquoi je dis ça? Vous craignez quoi? La crise profonde que le politicien présente? Mais c'est ça. Qu'il y a une crise profonde à inverser les choses? Non, cher Freddy, le dialogue, ce n'est pas la finalité. Mais le dialogue reste quand même un outil avec lequel on peut créer un climat de paix et amener tout le monde autour d'une table pour qu'on se dise la vérité. Moi, je pense que là où Dieudonné devrait commencer, ou pouvait commencer, c'est avoir une série de questions à se poser. Vous voulez quelle vérité? Nous voulons quelle vérité, Célestin? Ok, voilà la vérité. Il faut qu'on se pose d'abord la question de savoir quelle nature de dialogue voulons-nous? Avons-nous besoin? Quelle perspective avons-nous besoin après dialogue? Voilà une petite série de questions devant laquelle Dieudonné allait se mettre et trouver des solutions. Pourquoi, Freddy? Du point de vue économique, notre pays, dans le cas d'espèce, le Congo connaît des crises multidimensionnelles et multiformes. Vous n'allez pas dire que devant ces crises, on ne peut pas
promouvoir ou accorder la place au dialogue. Mais il y a des négociations à Doha, il y a aussi un accord de paix de Washington entre le Rwanda et les voisins congolais, et il y a aussi des concertations qu'on a eues avec Bérande. Que voulez-vous? Non, mais c'est ça. Tout ça, c'est une continuité qui va engendrer un dialogue au niveau interne. Pourquoi, Freddy? Du point de vue économique. La non-résolution des crises par le moyen du dialogue engendre toujours des problèmes, des destructions des infrastructures, ça crée un climat non favorable des affaires, de déplacement massif des populations et tant d'autres. Moi, je pense que la nature du dialogue compte beaucoup plus sur ces questions. Nous ne voulons pas un dialogue dans lequel les gens ne se parlent pas en franche vérité. Mais nous voulons un dialogue dans lequel on va mettre tout le monde devant ses responsabilités. Celui qui a commis des crimes, qu'il réponde. Un dialogue qui crée aussi un climat de confiance et aussi une justice qui sera appuyée par les résolutions sorties après ce dialogue. Moi, je pense que refuser les dialogues, c'est vouloir la part des choses et son contraire au même moment, parce qu'à l'interne, devant cette crise, Freddy, il nous faut un dialogue, mais pas n'importe lequel, pas un dialogue qui va favoriser seulement le partage du gâteau, pas un dialogue dans lequel le peuple ou la population et ses problèmes seront mis de côté ou totalement dans les oubliettes, mais un dialogue sérieux qui va nous donner des résolutions ou des accords qui seront mis en action et qui seront opposables à tout le monde. Selon vous, quand est-ce qu'on peut organiser un tel dialogue vrai au profit du peuple congolais et qui peuvent y participer? Non, dans un premier temps, il faut que les dirigeants créent un climat de confiance. Parce que vous ne pouvez pas vouloir aussi les dialogues, vous inviter les gens avec un agenda caché. Vous voulez que... Parce que j'ai suivi l'homme du régime, l'un de ces régimes, disant que nous voulons le dialogue dans lequel nous allons aussi parler de notre deuxième mandat parce qu'on vient de perdre 2 ans avec la guerre. Non, diriger c'est prévoir. Vous ne pouvez pas venir gagner la confiance du souverain primaire et après vous allez nous dire qu'on vient de perdre 2 ans avec la guerre et nous allons organiser les dialogues pour récupérer nos 2 ans. Voilà ce qui crée la crise de confiance autour de ces dialogues. Moi, je pense que les dirigeants doivent d'abord commencer par aspirer la confiance. Créer un climat de confiance quand vous invitez les gens autour d'une table. Qu'on parle autour des questions qui fâchent. Ça peut être quand et qui peuvent y participer? Non, ça peut être à tout moment. Moi, je pense que si l'opposition, un élément épinglé, Freddy, l'opposition congolaise reste distraite. Pourquoi? Les dirigeants face des manœuvres, sont en train de faire le manœuvre, allais-je dire. Pourquoi? À la veille de la fin de la mandature, ils vont vous inviter autour d'une table pour pouvoir parler. Cependant, la Constitution reste stricte en disant que 2 mandats non renouvelables. Et tu te stoppes. Maintenant, quand on vous invite autour d'une table à la veille de la fin du mandat, on va glisser cette question-là, de pouvoir vous dire, oh, cher ami, nous on accepte de partager le pouvoir, mais accordons-nous une transition. Accordons-nous encore un autre moment de pouvoir diriger. Moi, je pense qu'à ce stade-là, l'opposition congolaise aura aussi joué le jeu du pouvoir. Parce qu'il est temps. Quand on parle du dialogue, il faut que tout le monde puisse se mobiliser autour de cette question.
Moi, je parle de l'opposition congolaise. Si seulement ils veulent, les gens de l'opposition veulent aider le pays, ils doivent se mobiliser dès maintenant pour ne pas permettre à ce régime de pouvoir organiser les dialogues à la veille. Et ça va produire ce que Kabila nous a donné ici en 2016. Parce que je pense que c'est là... Les débauchages politiques. Les débauchages... Non, ça c'est connu. Mais seulement nous insistons, Freddy, sur le timing. Vous restez là-bas, en train d'être divisé, l'opposition. Je parle de l'opposition. Pour vous, vous estimez quand c'est presque à la veille de la fin du mandat qu'on pourrait tenter d'organiser un dialogue? Non, vouloir aller le faire à la veille, c'est faire le jeu du pouvoir. Ça, c'est pour l'opposition. Si seulement l'opposition congolaise... 2028, ben oui. Non, mais parce que bientôt là, c'est 2026. Ah bon? Bientôt là, c'est 2026. Nous sommes à la veille de l'année 2026. Maintenant, quand on vous invite en 2027 pour parler, ça aura quel objectif à la fin? Voilà l'ambiguïté dans laquelle l'opposition continue à s'endormir silencieusement. Freddy, moi je crois que il est temps pour nous les Congolais de gérer notre pays comme il se doit. Mais le peuple est passif. Nous avons multiples défis à relever pour ce pays et restons dans notre constitution dans le cadre légal. Moi, je crois qu'il y a un mandat que le peuple a accordé à ceux qui dirigent actuellement. Il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés. Il faut qu'ils se ressaisissent maintenant en gérant le pays dans la norme, dans l'art. Moi, je crois... Concrètement, ça signifie quoi? C'est-à-dire que tous les ministres doivent se mettre au travail et résoudre les problèmes de la population. Nous avons des crises de sécurité, nous avons des crises économiques, nous avons des problèmes à résoudre. C'est le gouvernement en place qui doit résoudre. Et si ces problèmes sont résolus et que nous allons dans la norme, dans le mandat, bien sûr, après, on aura à faire les élections. Et si ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui ont des propositions concrètes pour la population, ils entrent au pouvoir et on sécurise notre pays. Moi, je crois que c'est le moment de respecter la norme. Et si on est dans la norme, tout le monde va se retrouver. Et on ne parlera plus jamais de dialogue. Parce que cette histoire-là, de recommencer le dialogue, l'ami a dit qu'il y a possibilité de glisser dans le dialogue. Ce n'est pas une opportunité. Nous avons besoin de gérer le pays dans la norme. Et ce pays a besoin de cela. Le peuple congolais a trop souffert et il est maintenant temps de lui donner la paix, une sécurité pour longtemps. Le peuple lui-même est passif, mais pensez-vous que... Oui, ce problème est réel. Et c'est là que j'en appelle aux partis politiques. Je vois les partis politiques qui sont dans la distraction qui ne dit pas son nom. Vous voyez par exemple cette histoire-là d'un Kishi. Kishi est directeur quelque part dans une entreprise. Il s'est dit avoir parti politique. Même la logique, est-ce que ça il mobilise qui? Il est où? Dans quel coin du pays? Et le vrai parti politique comme l'UDPS, comme l'INC de Caméré et les autres, devaient prendre les choses à la main, mobiliser les populations, parler des choses. Excusez-moi que c'est mon tour de parler. Oui. Excusez-moi. Et il n'y a pas seulement les partis politiques, il y a aussi la société civile. Il faut que la société civile éveille les consciences des hommes et des femmes, les églises. Mobilisons les communautés, les populations pour qu'ils comprennent les enjeux et qu'il y ait des garde-fous pour que tout l'argent soit canalisé pour le développement de ce pays. Et je crois que c'est là le vrai problème qu'il faut résoudre. Au lieu de passer du temps dans vous avez vu, le dialogue, c'est tourner en rond. C'est pas une solution pour un pays. Focas Crispin. Non, j'allais placer quelque chose. Oui, après Focas Crispin, qu'en dites-vous? Comment est-ce qu'il faut organiser ce dialogue, le vrai, au profit du peuple congolais, et qui peuvent y participer? Oui, la démarche, elle est toujours classique. Hein. Les dialogues, je vais aller dans le sens de Célestin. Je pense que ce dialogue doit être tenu, s'il faut vraiment le tenir, il doit être tenu le plus tôt possible.
pourquoi pas dans le mois qui suit, dans 1 mois, 2 mois, pour qu'on n'ait pas un dialogue à la veille du prochain mandat, pour que l'opposition qui est divisée, comme Célestin venait de le dire, que l'opposition qui est divisée puisse jouer les jeux du pouvoir. Puisqu'il y a un problème, c'est la confiance qui n'est pas inspirée dans les chefs de ceux qui dirigent le pays actuellement. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas confiance à ces gouvernements. Vous voyez déjà avec Soumino 2, il y a des remous, des soulèvements. L'Union sacrée elle-même, c'est une nébuleuse de plus de 40 personnes qui sont sur le même pied d'égalité. On ne sait pas qui est à la tête de qui fait quoi. Donc toutes les 45 personnes sont sur le même pied d'égalité. Tout ça, c'est des problèmes. Entre-temps, le social, l'économie du pays n'est pas assurée. Il y a la misère qui bat son plein. C'est des choses comme ça qui fâchent. Et autour des problèmes comme ça qu'on peut organiser un dialogue, une concertation, pour qu'on ait une même position, qu'on ait une même vision vis-à-vis de tous ces problèmes. Puisque déjà, avec le rapprochement Félix Tshisekedi et Fayulu, vous avez compris que depuis un temps, Fayulu un peu modéré dans ses sorties négatives, il est en train de faire actuellement une opposition républicaine. Là où ça marche, il félicite. Là où ça ne marche pas, il frappe. Donc, c'est des rapprochements comme ça qui sont dans l'intérêt du peuple qu'on doit vraiment encourager, puisque il ne faut pas aussi oublier que les partis politiques a comme objectif de conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Ce qui est sûr que le régime qui est là en place ne va pas céder le pouvoir, même si Félix Tshisekedi partait. Le pouvoir doit être maintenu ou détenu par quelqu'un d'autre qui est de l'Union sacrée. Alors, ils n'accepteront pas que quelqu'un de l'opposition puisse prendre le pouvoir. Alors, c'est un dialogue qui doit être organisé le plus tôt possible et toutes les couches sociales, que ce soit la société civile, que ce soit les partis politiques, que ce soit les églises, tout le monde doit participer pour que ce pays puisse trouver solution aux problèmes qui se posent et surtout aux défis qui sont les nôtres. Pendant qu'on discute à l'Ouest sur la tenue ou pas d'un dialogue au pays, mais à Kalehe, à Katindo, à Bukavu, à Goma, à Kamanyola, c'est le peuple, les habitants, les citoyens ordinaires qui sont en train de souffrir, gémir, grincement des dents. Et même, il y a un nouveau rapport d'Amnesty International qui accuse la rébellion du M23, les combattants Wazalendo et quelques soldats FARDC d'être auteurs des exactions des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires DIH. Il y a ces rapports RDC, ils nous ont dit qu'on allait mourir. C'est les exactions du M23 et de Wazalendo dans l'est de la RDC, l'intitulé de ces rapports de cette ONG internationale Amnesty International. Il montre que les combattants du M23 se sont livrés à des exactions sommaires des civils congolais, des viols collectifs des femmes et autres violations graves du droit international humanitaire qui pourraient s'apparenter au crime de guerre. Alors ici, je vous laisse d'abord de découvrir les condensés de ces rapports d'Amnesty International avec Jeff Nkoy. Des hôpitaux attaqués, des patients enlevés, des membres de la société civile torturés et disparus de force. Le rapport décrit dans le détail la militarisation croissante dans l'est de la RDC, le M23 ayant pris le contrôle de vastes zones de la région et les Wazalendo ayant reçu de grandes quantités de munitions et d'armes fournies par les FARDC.
Si tu ne veux pas, on te tue. Rapporte Amnesty, précisant que sur 14 survivantes de violences sexuelles du Nord Kivu et du Sud Kivu, avec lesquelles elle s'est entretenue, 8 ont affirmé avoir été violées en réunion par des combattants du M23, 5 par des Wazalendo et 1 par des soldats de FARDC, entre les mois de mars et de mai 2025. 5 victimes auraient déclaré à l'Amnesty avoir subi des viols sur des sites militaires du M23. Alors que les efforts diplomatiques se poursuivent, l'ONG appelle le Qatar à faire pression sur le M23 afin que cessent ces violences. Elle demande aux États-Unis d'exhorter l'État congolais à identifier les auteurs de ces crimes dans les rangs de tous combattants des groupes armés et des forces de sécurité. Merci à vous, Jeff Ngoy, pour ces condensés de ces rapports d'Amnesty International. Il se dévoile qu'il y a un déséquilibre en RDC entre l'Est et l'Ouest. Vous parlez du dialogue, anti-dialogue, mais pendant qu'une partie du Nord Kivu, une partie du Sud Kivu, là, ce sont des exactions de droits de l'homme, des exactions, en tout cas, qui sont à la contre du DIH, le droit international humanitaire. Que pensez-vous de ces rapports d'Amnesty International? Crispin Phocas Mulumba. Oui, moi je salue ces rapports d'Amnesty International. Ce n'est secret pour personne. Les Wazalendo, les M23 surtout en ligne de mire, les rapports est clair. Déjà quand il y a des viols en réunion de 8 femmes sur les 14 par les M23 et 5 par les Wazalendo et puis une femme violée en réunion par les FARDC, vous comprenez déjà que c'est des choses qu'on ne peut pas accepter dans un pays démocratique. C'est des choses qui ne peuvent pas se passer. Et chaque fois qu'il y a guerre, il y a toujours des viols comme ça en cascade et le peuple ne vit pas dans la paix. Est-ce que le rapprochement entre l'opposition et le pouvoir en place ne peut pas être évident pour résoudre ce genre de choses? Puisque déjà, avec la déclaration de l'état de siège dès le début, il y a certains caciques de l'opposition, pour ne pas les citer, qui étaient déjà contre cet état de siège. Et aujourd'hui, bien que ça a résolu un certain nombre de problèmes, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas résolues, beaucoup d'exactions, beaucoup de défis qui continuent à se poser que le pays doit résoudre. Alors, est-ce que ce dialogue ne peut pas apporter des solutions aux problèmes comme ceci? Amnesty International, c'est une structure très sérieuse, très respectée, et quand elle donne un rapport, c'est un rapport bien fouillé, un rapport véridique et qui montre la réalité des choses telles que ça s'est passé sur le terrain. C'est là que je ne comprends pas tout ce qu'il y a eu comme accord à Washington, l'accord de Doha, la signature de l'accord de paix. Alors, qu'est-ce que tout cela a produit jusqu'ici? Puisque au moment où nous parlons, ces exactions continuent à se répéter, à se poser. Alors, c'est pourquoi je reviens sur ce que Célestin a dit tout à l'heure. Il faut que ce dialogue soit défini dans son genre. Ça doit être quel genre de dialogue? Il faut qu'on sache sur quelle base on doit aller dans ce dialogue ici. Voilà des problèmes que les dialogues peuvent résoudre, des problèmes comme ça, des exactions, des viols en masse, des déplacements des peuples. C'est des problèmes comme ça qu'il faut résoudre dans un dialogue et c'est de tels dialogues qu'il faut dans un pays comme le nôtre. Mais Phocas, qui sanctionnera ces exactions de droits de l'homme? Oui, il y a la CPI, il y a la CPI qui est là, il y a les organisations internationales des droits de l'homme qui peuvent initier des plaintes comme ça. Et les auteurs doivent répondre devant la Cour internationale, devant la Cour pénale internationale pour répondre de leurs actes. Il y a eu des Congolais qui ont été envoyés à cette Cour et
qui ont avoué et certains ont été acquittés. Et moi, je pense qu'il revient à la Cour internationale de sanctionner ces genres d'exactions et les auteurs doivent répondre de leurs actes. Oui, Célestin Kazadi, il y a ces rapports d'Amnesty International. Que dites-vous? Cher Freddy, ces rapports est un document très important pour nous qu'il ne faut pas mettre de côté. Un document qui met en lumière la réalité dans laquelle la population civile de notre pays est mise et traverse. Un document qui met aujourd'hui en lumière comment les civils sont victimes. Est-ce que le contenu est vrai? Ces exactions sont vraies? Non, mais le contenu... C'est qu'Amnesty International a publié. Le contenu est vrai. Freddy, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous êtes journaliste, hein? Bien sûr. Le contenu est vrai quand nous faisons le parallélisme. Nous avons commencé avec l'AFDEL, RCD Goma, CNDP. Aujourd'hui, l'homme 23. C'est toujours la même façon de faire. Quand vous avez un pays voisin, Freddy, qui accepte de construire sa puissance économique sur le pillage des ressources de notre pays voisin, ça ne pouvait que produire cela. Aujourd'hui, le rapport, le contenu est vrai. Ça nous met devant l'évidence. Ça met en lumière tout ce qui se passe sur le terrain. Mais il y a la question que vous venez de poser ici à notre confrère là-bas, Phocas, de savoir qui va condamner. Mais c'est là où intervient même l'hypocrisie au niveau international. Freddy, regarde la dynamique, la force avec laquelle la communauté internationale s'est mobilisée derrière l'Ukraine contre la Russie. Alors que ce qui se passe au Congo, Freddy, c'est plus que ce qui se passe en Ukraine. Pourquoi ne pas se mobiliser derrière la République démocratique avec la même force? Ici, on vient, on nous demande de pouvoir partager nos richesses avec un pays voisin. Un pays voisin dont tout le rapport du monde atteste que c'est lui l'agresseur. C'est lui qui vient piller. Freddy, pendant que nous sommes en train de tourner cette émission, toutes les entités sous contrôle de la rébellion ou de rebelles du M23 qui exploitent les mines, on nous donne le contenu, le rapport aujourd'hui. Les femmes sont violées, les enfants, tout ça. Mais une grande partie de l'est du pays, de notre pays, est contrôlée par qui? Vous allez voir que on ajoute le Ouazalendo, on ajoute le FARDC. Bien sûr, on condamne cela. Il faut que le dirigeant, la justice congolaise, puisse mettre tout le monde devant leur responsabilité. Mais c'est quoi la cause, Freddy? Vous n'allez pas demander à un pays agressé, à une armée agressée, de ne pas se défendre. Vous voulez citer quel pays? Je dis Rwanda. Parce que pourquoi nous n'avons pas le FARDC seulement à l'est? Au nord, est-ce que vous avez des rapports selon lesquels le FARDC violerait au nord? Pourquoi seulement à l'est? C'est parce qu'il y a une cause profonde. C'est parce qu'on est attaqué. Moi, je pense que s'il y a une partie qu'il faut condamner dans cette affaire, c'est le Rwanda qui utilise le M23 pour venir faire et piller dans notre pays. Rwanda accepte de construire son économie. Les M23 sont des Congolais. Je dis mal à se mettre dans la peau
d'un homme qui... Ils sont congolais, ils sont au retour au pays. Ça, c'est un problème congolais et ces rapports est clair. On a cité les M23, les Ouazalendo et quelques militaires FARDC. Freddy, je ne me mets pas dans la peau d'un avocat de Ouazalendo ou FARDC. J'ai commencé par lui dire que la justice soit faite pour les éléments des FARDC qui auraient mis la main sur nos mamans ou sur le bien d'autrui. Mais qu'on attaque le problème dans le fond. Ce que nous condamnons, c'est l'hypocrisie au niveau international. La même communauté internationale qui se mobilise derrière l'Ukraine contre la Russie doit d'abord commencer à se mobiliser et utiliser la même force pour défendre la cause du Congo. Mais vous n'allez pas demander aux Congolais, nous qui sommes agressés, parce que les Ouazalendo, ce sont des Congolais qui défendent leur patrie. Mais il tue aussi les Congolais. Non, mais ça, nous condamnons cela. Nous condamnons, mais nous attaquons la cause, Freddy. C'est laquelle? La cause, c'est le Rwanda qui agresse. C'est le Rwanda qui vient créer ce climat-là de violence sur le territoire congolais au nom du profit de la construction de leur économie. Voilà là où il faut attaquer les problèmes. Alain Botoko, je rappelle que vous êtes journaliste et PDG de plusieurs médias en ligne, mais aussi correspondant des grands médias étrangers. Comment est-ce que vous avez lu, vous avez compris le contenu de ces rapports d'Amnesty International face aux exactions du droit de l'homme et du droit international humanitaire? Premier élément, c'est que ce rapport nous réveille. Il nous dit que la situation de l'Est n'est pas si facile que nous le pensons. Et là où je rejoins Crispin dans son analyse, c'est quand il parle de l'hypocrisie, mais bon, je ne parle pas comme lui. L'hypocrisie, c'est dans ce rapport-là. Pourquoi on ne cite pas les militaires rwandais qui sont à plus de 5000 à l'Est, qui font la loi et qui même tuent les fameux M23 s'ils n'obéissent pas à ce qu'ils font? Et c'est depuis combien de temps que la résolution de l'ONU a été publiée et aussi acceptée par tout le pays? Est-ce que le contenu est vrai de ces rapports? Le contenu du rapport, il faut dire que quand il y a un rapport fait par une organisation internationalement reconnue par toute l'humanité, il faut prendre d'abord au sérieux les premiers éléments. Ça, c'est le mot qu'il faut prendre. Mais quand vous voyez ce rapport-là, vous voyez tout à l'heure combien les hommes politiques de ce pays n'aiment pas ce pays. Kabila a été président de la République de ce pays et c'est celui qui est en train de financer la rébellion. Nanga a conduit les élections ou l'institution la plus démocratique qui n'ait existé au monde, qui pilote les élections, et il est le premier à appuyer ces rebelles ou ces Rwandais. Et c'est là qu'il faut comprendre. Et on dialogue. Et là, je pose la question. On dialogue avec qui? Avec Kabila, avec Nanga, avec qui? Parce qu'ils sont en train de nous tuer, ils sont en train de nous casser. Alors que le monde entier a compris maintenant que le Rwanda a besoin de survie. Et il y a un accord qui est déjà là. Mais pourquoi ils continuent à piller? Pourquoi ils continuent à tuer, à violer nos femmes? C'est là qu'il faut poser des questions. Et l'Amnesty est bien placée pour dire au Conseil de sécurité, pour dire à toute l'humanité, c'est vrai qu'elle n'a pas d'armée, elle n'a pas de police, que le Conseil de sécurité prenne vraiment les dispositions et que les États-Unis et autres, mais surtout notre pays, parce qu'on a cité quelques éléments de FARDC et quelques éléments de Ouazzane. Il faut punir ces hommes, il faut punir ces femmes. Parce que nous voudrions construire le pays et c'est là qu'il y a le besoin de la justice. Et une justice transitionnelle, je crois. Et cette justice pourra aider. Et là, Freddy, laisse-moi finir, c'est très important cette partie. C'est là où j'ai dit merci au président Tshisekedi, merci. Parce qu'il a choisi un homme de la société civile pour piloter la justice. Et moi, je crois que cet homme aura un administratif, son directeur de cabinet, un homme aussi de la société civile qui connaît les besoins réels de la justice congolaise. Je crois fermement, s'il y a une justice qui marche et qu'il y a des lois qui interdisent que celui qui prend les armes pour un pays, celui-là il est aiguillé, il est tué, on le coupe à morceaux, on le brûle publiquement,
je crois que plus personne ne pourra toucher aux armes et le pays vivra dans la paix. Nous ne sommes pas des bêtes. Notre pays, l'article de notre constitution dit que la vie humaine est sacrée. Cette vie humaine est sacrée. Comment vous pouvez toucher une femme, la violer? Comment vous pouvez tuer un enfant? Comment vous pouvez piller le pays, piller les richesses du pays qui devait reconstruire le pays? Et c'est là qu'il faut condamner. Et ça, je le répète de temps en temps. Comment un président, quelqu'un qui était président d'une république, peut devenir un rebelle, peut continuer à massacrer, à tuer les gens? Vous parlez de qui? Mais je parle de Kabila et de son ami Nanga. Il y en a eu en Centrafrique, François Bozizé. Non, mais écoutez, le Congo, c'est un meilleur pays au monde qui n'existe. Il ne faut pas citer le petit pays qui n'ont pas assez d'importance dans le monde. Le Congo est important et les Africains comptent sur le Congolais, sur le Congo. Nous croyons, moi je crois qu'il faut vraiment qu'on se réveille et qu'on aille devant. Et le problème, si le gouvernement, si les ministres font leur travail comme il se doit, et on ne regarde pas l'argent, on regarde le travail. On s'est dit, on s'est bâti pour ça. Notre vision est pour ça. Notre idéologie est pour ça. Moi, je crois que c'est cette histoire-là du dialogue. Pourquoi on doit dialoguer? Parce que qu'est-ce qui nous rassure que ces hommes qui viennent de FCC, qui viennent de partout, vont reconstruire ce pays, vont travailler pour le bonheur de ce pays? C'est là où je ne comprends pas. Mais par contre, si ceux qui sont choisis, qui travaillent, qui sont des ministres actuellement, ils font dans la norme, ils ne volent pas, ils ne trichent pas, ils ne fraudent pas, ils travaillent pour pousser quelque chose de nouveau dans le pays, je crois qu'on ne parlera plus jamais de ces fameux dialogues ou autre chose, et on avancerait, on respecterait notre constitution, et le pays serait bien géré. Alors je vous demande de vite conclure à 20 secondes chacun, ça sera en tout cas pour nous la fin. Je vous peins un tableau par rapport à ces rapports d'Amnesty International et à vous de dire à nos auditeurs ce que vous en pensez en tant que journaliste congolais. Quelle est la culture qu'on veut instaurer à l'est de la RDC? On a eu le massacre de Gatumba, massacre de Katogota, massacre de Kasika à Mwenga. Il y a eu massacre 5 femmes enterrées vivantes en 98 à Mwenga. Et ces exactions de droits de l'homme, maintenant là, au nord Kivu et aussi du Kivu, on parle de tueries, de fouets, tout ça à l'encontre du droit international humanitaire. Quelle est la culture qui va s'instaurer à l'est de la RDC? Alain Botoko. Mais c'est le no-land, la terre brûlée. On veut mettre cette terre-là brûlée pour que tout le monde fuit et que le Rwanda, ses amis et tous ses alliés, les multinationaux, continuent à piller le coltan, continuent à piller l'or, continuent à piller le castérite et tout autre minerai stratégique qui sont dans cette partie de l'Est. Et c'est là qu'il faut ouvrir les yeux, c'est là qu'il faut se dire nos minerais sont pour développer le Congo. Célestin Junior Kazadi, je rappelle que vous êtes journaliste et responsable du média en ligne wise.cd. Quelle est cette culture qui va s'instaurer à l'Est avec tout ce qui se passe comme exaction de droits humains? Freddy, c'est sans doute une culture importée de Tutsi Power. Pourquoi je dis cela? Regarde seulement le moyen par lequel Kagame est arrivé au pouvoir. Les gens qui sont capables de tirer sur un avion, tuer le président et tuer même ses propres frères pour s'installer au pouvoir, ces gens-là ne peuvent jamais avoir pitié des Congolais. Parce que ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas la culture congolaise, ce n'est pas la culture bantou. Vous avez vu tous ces massacres? Gatumba, Katogota, Kasika, 5 femmes enterrées vivantes. Il y a des exactions maintenant là en 2025. Je pense que nous avons ces informations, cher ami. Je crois que regardez seulement l'homme de Paul Kagame. Historiquement parlant, quelqu'un qui a eu à faire tout ça dans son propre pays, vis-à-vis de son propre peuple ou sa propre population, n'aura jamais pitié, n'aura jamais la compassion de nous, dans notre côté. Alors, merci. C'est une culture qui est imposée par le multinational, comme l'a dit Lénin. C'est une culture qui nous a été imposée pour pouvoir favoriser l'économie construite sur le pillage de nos ressources. Alors, ce que nous pouvons demander à l'interne, quand il y a des actes pareils, il y a toujours des causes
endogènes et exogènes. Merci. À l'interne, il faut une gestion rationnelle pour pouvoir contrer cela. Je vous remercie. Crispin Phocas, pour vous, une conclusion par rapport à ces tableaux peints autour de ce qui se passe à l'est du pays. Comment est-ce que vous trouvez cette culture de la situation que traverse le citoyen ordinaire congolais? Oui, Freddy, c'est une culture qui n'est pas congolaise, comme Célestin venait de le dire. C'est une culture qui n'est pas congolaise. Les Congolais n'est pas sanguinaire. Je comprends que ce qui se passe là-bas, c'est des étrangers qui ont infiltré les rangs de notre armée loyale et qui font ces exactions-là pour que cela tombe sur les dos de nos soldats congolais qui jusqu'ici défendent la patrie avec beaucoup d'abnégation et de sacrifices. Donc ce n'est pas une culture congolaise, c'est à condamner et nous continuerons à dénoncer cela jusqu'à ce que la communauté internationale comprendra qu'elle doit agir. C'est la fin de cette tribune de presse sur Radio Okapi. Merci à toute l'équipe du dialogue entre Congolais, supervisée par Kelly Kouté. À la technique, Debs Vita. Au micro, Freddy Bikumbi Ignes. Restez à l'écoute de la radio de la paix, Okapi.